Organisation européenne. Titre 1. Les organisations de coopération intergouvernementale. Il y a sur le continent européen plusieurs organisations de sécurité et de défense, telles que le Pacte de Varsovie ou encore l'OCDE. Alors, on va s'intéresser à la question de l'OTAN. On verra dans un premier temps les origines de l'OTAN, puis on verra également l'évolution de l'OTAN et on finira aussi avec les organisations économiques autres telles que l'OCDE. Même si je dis autre, mais l'OTAN n'est pas une organisation économique, mais on verra ça. Alors, chapitre 1, les organisations de sécurité et de défense, l'exemple de l'OTAN. Section 1, les origines de l'OTAN. À l'origine, la raison d'être de l'OTAN était extrêmement claire. C'était de lutter dans un contexte de guerre froide. On a créé l'OTAN pour la sécurité de l'Europe de l'Ouest. La sécurité se manifeste notamment par le traité de l'Atlantique Nord qui a eu lieu le 4 avril 1949, avec son fameux article 5, qui est un article central qui implique qu'une attaque dirigée vers un membre de l'OTAN est assimilée comme les autres comme une attaque à leur encontre. Cela implique donc une réaction militaire dans l'ensemble des membres de l'OTAN. C'est une clause de défense mutuelle. À sa création, il y avait 12 membres dans l'OTAN. Dans certains pays tels que le Canada, les États-Unis, la France, encore le Royaume-Uni. Ensuite, d'autres pays comme l'Espagne sont rentrés dans l'Alliance en 1982. L'adhésion de la RFA enchaîne une réaction du bloc soviétique avec le pacte de Varsovie en 1955, qui va prendre en compte de nombreux pays tels que la RDA, l'Albanie, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne ou encore la Roumanie. Et cette réaction du bloc soviétique va se concrétiser avec un article 4 qui est copié-collé de l'article 5 de l'OTAN, qui nous apprend qu'il y a un certain pacte de défense mutuelle. Alors, on retrouve une certaine course à l'armement avec des armes les plus à la pointe qui sont recherchées de chaque camp, et notamment les missiles. On va assister à une crise des euromissiles. Section 2, l'évolution de l'OTAN après l'effondrement du bloc soviétique. Tout d'abord, on a deux évolutions parallèles. On a de 1, l'évolution des objectifs. L'évolution des objectifs se fait progressivement. On observe tout d'abord dans le sommet de Rome en 1991 la déclaration qui est un acte juridiquement contraignant, mais qui n'est pas juridiquement contraignant, mais politiquement important. C'est un arrêté par les chefs d'État ou le gouvernement pris au plus haut niveau, qui va déclarer, dans cette déclaration de Rome sur la paix et la coopération, une certaine importance, une marque de respect qui va prendre un véritable tournant. La raison d'être de l'OTAN n'est plus d'assurer la défense de l'Europe de l'Ouest face à l'URSS dans ces circonstances, mais les objectifs de l'OTAN évoluent. Elles sont notamment de lutter contre les contentieux territoriaux, contre les risques liés aux mutations économiques et aux minorités, contre le terrorisme, y compris dans les États non membres de l'OTAN. L'OTAN devient une organisation œuvrant pour la paix partout dans le monde et les bras armés des États-Unis. À partir de cette période-là, on peut se demander si l'OTAN est véritablement une organisation européenne, mais la majorité de la doctrine rattache encore l'OTAN à une organisation européenne pour son histoire et parce que dans les faits, son champ d'action reste privilégié sur le territoire européen. Ensuite, en 1999, on aura le sommet de Washington. Le sommet de Washington va amener un nouveau concept stratégique de l'Alliance. Un contexte national s'est détendu et met l'accent sur la coopération ou sur le dialogue. Puis il y aura les attentats du 11 septembre 2001. Tout le monde va réagir, y compris l'OTAN. On observera cette réaction dans le sommet de Prague en 2002, qui a modifié matériellement l'OTAN et lui donne la NRF. C'est ça, la force de réaction rapide. C'est un corps très bien formé, capable de réagir rapidement, notamment en cas d'attaque terroriste, qui a été renforcé en 2014 quand la Russie a annexé la Crimée. On va créer un groupe de l'élite interarmée avec de très hauts niveaux de préparation. On va augmenter les effectifs, on passe de 13 000 à 40 000 hommes, et avec une formation commune, mais ça repose sur des effectifs nationaux transférés à l'OTAN pour 12 mois. Très rapidement, l'OTAN va réagir au-delà de l'Europe de l'Ouest pour lequel il avait été créé. En 1994, elle va réagir pour la Bosnie, 1999 pour le Kosovo, 2001 pour la Macédoine, 2003 pour l'Afghanistan.
Enfin, on a le sommet de Madrid en 2022. Face à la guerre en Ukraine, l'OTAN a été très sollicité. La réaction va être actée au sommet de Madrid en juin 2022. Plusieurs décisions sont mises en avant pour promouvoir cette adaptation de l'OTAN à la guerre en Ukraine, une mission défensive et pas offensive. L'OTAN n'intervient que pour rétablir la paix en Ukraine. Il n'est pas dans leur mission défendue. Il n'est pas dans une logique défensive, une logique d'attaque, pardon, excusez-moi. Et les liens affichés entre l'Ukraine et l'OTAN. Il manifeste hyper son soutien, notamment par le fait d'augmenter la présence de l'OTAN dans les pays limitrophes de l'Ukraine. Pas en Ukraine, car cela attirera la haine de la Russie. Une adhésion d'État à l'OTAN qui était en marche. C'est le cas de la Suède et de la Finlande, qui ont peur d'attaques de la Russie. Et les décisions politiques, ce sont des décisions politiquement acceptées, mais le fait d'adhérer réellement à l'OTAN nécessite plusieurs actions, dont donc l'adhésion des pays n'a pas été actée directement. On remarque que la principale force de l'OTAN est la clause de défense mutuelle, c'est ce qui attire principalement les pays. Et ça renforce des liens de l'OTAN avec des pays, tels que la Bosnie, la Géorgie et la Moldavie. Et également, on observe un renforcement de la NRF, c'est-à-dire une augmentation substantielle des militaires qui y participent. L'objectif est de 300 000 hommes contre 40 000 actuels. Et il y a également une élaboration de nouvelles stratégies globales, de méthodes globales d'action, dans l'idée d'obtenir une défense efficiente des mers, des terres, de l'air et du cyberspace. Et la création d'un fonds de soutien à la recherche et à l'innovation pour que l'OTAN ne soit pas dépassé techniquement dans les années à venir. On acte une volonté d'autonomie énergétique et de neutralité carbone. La deuxième grande évolution est une ouverture à l'Est. Paragraphe 2, l'ouverture à l'Est. Cette ouverture constitue un véritable bouleversement pour l'OTAN, à la base créée contre l'Europe de l'Est. Elle se fait progressivement, mais le geste vers l'Est va devenir très vite une déclaration sur l'alliance de l'Atlantique Nord rénovée ou une main de l'amitié. Et concrètement, les États officiellement prennent acte du fait que la menace constituée par l'Est a considérablement diminué. La déclaration insiste sur l'ouverture de l'OTAN, qui est prêt à nouer des relations diplomatiques avec l'ancien bloc de l'URSS. Petit a, l'instauration d'un dialogue. La mise en place de ce dialogue est progressive. On retrouve plusieurs étapes. En 1991, on a la création de la CCNA. On crée un centre de dialogue entre l'OTAN et les anciens membres du bloc soviétique. L'objectif est de se réunir tous les mois, au niveau des ambassadeurs et tous les ans au niveau de ministres des Affaires des étrangères, dans le but de créer un dialogue régulier. Concrètement, on va discuter de tous les centres d'intérêt de l'OTAN. Opérations de maintien de paix, développement des armements, protection des minorités, réaction en cas de catastrophe climatique ou encore terroriste. Les États d'Europe de l'Est comprennent les intentions de l'OTAN, qui sont une intention de pacification de l'Europe. En 1994, la création des partenaires pour la paix va avoir lieu. Et l'objectif de cette création des partenariats pour la paix, pardon, des partenariats, pas des partenaires, est de renforcer la paix. C'est donc logique, oui. Et concrètement, ça se matérialise dans une amélioration de la stabilité des régions différentes de celles des États membres, une mise en place des réformes militaires, une formation partagée des militaires, une réflexion générale sur la défense et une meilleure coopération civile et militaire entre l'Europe de l'Est et de l'Ouest. Ce partenariat global va être doublé de rapports bilatéraux avec des conventions conclues par l'OTAN. L'OTAN et chaque État de l'Europe de l'Est individuellement, ce qui permet de personnaliser la relation entre l'OTAN et chaque État de l'ancienne Union soviétique. Quelle est la place de la Russie dans tout cela? Elle participe à ce dialogue à partir de 1997. Ce dialogue a évolué, il y a eu des périodes de tension, puis d'apaisement, mais ces dernières années sont marquées par un retour des tensions entre la Russie et les États membres de l'OTAN. Notamment avec l'annexion de la Crimée en 2014, l'OTAN met fin à toutes les coopérations civiles et militaires. L'empoisonnement d'un ressortissant russe et de sa fille en Angleterre en 2018, qui va mener à un dialogue diplomatique rompu officiellement entre ces deux parties. Et la guerre en Ukraine a renforcé cette rupture entre la Russie et l'OTAN. Malgré la relation assez conflictuelle avec la Russie, on observe tout de même l'adhésion des pays de l'Est. Ces adhésions sont le prolongement normal du dialogue qui avait été noué. En ce sens, elles peuvent sembler naturelles.
À la fin des années 90, cependant, ces adhésions ont été politiquement explosives. Il ne fallait pas admettre trop vite trop d'États membres, surtout quand ils sont limitrophes avec la Russie. Du point de vue de la Russie, même s'il y avait un dialogue, il restait très méfiant à l'origine à l'égard de l'OTAN. En 1999, la première vague d'adhésion des pays de l'Est a pu être observée. Il y a eu les pays adhérents en premier à l'OTAN, tels que la Hongrie, la Pologne ou encore la République tchèque. En 2004, il y a une deuxième vague d'adhésion. On retrouve la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. La majorité de ces États adhèrent en même temps à l'Union européenne. Et on a eu des adhésions un peu plus récentes, telles qu'en 2009 avec l'Albanie et la Croatie, en 2017 avec le Monténégro, en 2020 avec la Macédoine du Nord, et enfin en 2023 avec la Finlande et bientôt avec la Suède. Actuellement, l'OTAN est composé de 31 États membres. Pour les États n'ayant pas adhéré à l'OTAN, l'Arménie, la Bosnie, la Russie, la Serbie et l'Ukraine, ils y sont tous, sauf la Russie, la Biélorussie et le Kosovo, liés par le biais du partenariat. Maintenant, on va s'interroger au fonctionnement de l'OTAN, avec la section 3, le fonctionnement de l'OTAN. Il est divisé en deux grandes parties, les organes civils et les organes militaires, et plus un secrétariat général. Alors, on a un tableau qui montre tout cela, mais malheureusement, on ne peut pas montrer ce tableau dans un fichier audio. Donc, on va continuer notre présentation. Le Conseil de l'Atlantique Nord qui représente l'organe central. Elle est composée de façon très spécifique. Concrètement, elle est composée de représentants des États membres, généralement les ambassadeurs. Si le sujet est plus sensible, on va appeler directement le ministre de la Défense des Affaires étrangères. Pour les réunions, il se réunit toutes les semaines au minimum. On parle bien des représentations des États membres hein, et des ambassadeurs, hein, mais ça peut être plus fréquent en fonction de la nécessité. À propos des décisions, l'OTAN ne peut agir si le Conseil n'en a pas décidé ainsi. Les décisions sont prises toutes à l'unanimité. Chaque État a un droit de veto. On est dans une logique de coopération intergouvernementale incontestable. Alors B, le groupe des plans nucléaires. La composition est assez particulière parce qu'il est composé des ministres de la Défense. Les décisions sont également prises à l'unanimité, puisqu'on est dans une coopération intergouvernementale. Et la place de la France est assez particulière parce que la France ne participe pas à ce groupe de plans nucléaires. En effet, en 1966, le CDG opère un retrait partiel de la France de l'OTAN pour retrouver une pleine souveraineté militaire. La France quitte les organes militaires, les plans nucléaires, mais reste dans le Conseil de l'Atlantique Nord. Et en 1994, il y a un retour plein et entier de la France dans l'OTAN, avant 2009, où le retour acté par Sarkozy sous réserve de retour dans le groupe de plans nucléaires. Grand C, les comités subordonnés. Ils sont au service du Conseil de l'Atlantique Nord et du groupe de plans nucléaires. Il en existe une vingtaine. L'idée est qu'ils sont consultés sur des questions précises et techniques pour éclairer le Conseil de l'Atlantique Nord et le groupe du plan nucléaire. Cela à la demande. Ils éclairent les autres organes de l'OTAN pour obtenir les meilleures situations possibles. Oui, pour obtenir les meilleures solutions possibles. Alors, maintenant, on va s'intéresser aux organes militaires. Alors, du côté des organes militaires, on a le comité militaire. Il est composé des chefs d'état-major, des États membres de l'OTAN et des militaires. Pour les réunions, il se réunit par principe toutes les semaines. Au niveau des missions, il y a une double mission. Mission de conseil des organes civils sur les organes militaires et une mission traduire en action militaire des décisions prises par les organisations civiles. Il est assisté par le B et ses ordres vont être pris par le C. Bon, ok. On a vu le A, le comité militaire. Le B, c'est certainement l'état-major international qui l'assiste. Et le C, c'est certainement autre chose, mais bon, on n'y a pas accès pour l'instant. Voilà, voilà. Donc, voilà. Ouais, je suis pas très satisfait par ce cours-là. C'est pas très bien expliqué, mais ce n'est pas grave. B, état-major militaire international.
1. Composition, 500 personnes civiles ou militaires, mais toutes spécialisées dans les questions militaires. Au niveau de la mission de l'état-major militaire international, on a une double mission. Une mission de conseil du comité militaire, une mission d'assurance de la bonne exécution des décisions prises militaires par le comité militaire. Euh, le C, on a le commandement de l'OTAN, un organe composé de militaires mis au service de l'OTAN par les États membres en fonction des besoins de l'OTAN. On a deux commandements, le commandement allié opération, mise en œuvre des opérations décidées par l'OTAN, et le commandement allié transformation, en charge de l'entraînement des militaires. Enfin, on a le secrétaire général, qui est assez, pas marginal, mais qui, qui a une place assez particulière. C'est la cheville ouvrière de l'OTAN. C'est celui qui organise l'activité au quotidien de l'OTAN, nommé par consensus par les États membres pour une durée de 4 ans, qui est renouvelable. C'est actuellement Stoltenberg qui occupe cette place. Et concrètement, il doit assurer quoi? Il doit s'assurer du bon fonctionnement de l'OTAN et il représente l'OTAN. C'est donc son porte-parole. L'OTAN est sans aucun doute une organisation intergouvernementale. On va continuer rapidement avec le chapitre 2, les organisations économiques. Section 1, organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. À l'origine de l'OCDE, à l'origine de l'OCDE est le plan Marshall. C'est très intéressant. Alors, on va s'intéresser à la création de l'OCDE dans un petit A. À l'origine, elle s'intitule Organisation européenne de coopération économique. Elle a été créée en avril 1948 et à l'initiative des États-Unis. Et les motifs de création sont identiques à ceux qui amènent à la création de l'OTAN. En effet, les États-Unis parlent... Oui, c'est ça, je me rappelle, je me répète. Les États-Unis, par l'OCE, cherchent à lutter contre l'extension de l'URSS en Europe de l'Ouest. On veut soutenir financièrement les États d'Europe de l'Ouest pour les aider à se reconstruire après la Seconde Guerre mondiale. C'était dépensé financièrement les États d'Europe de l'Ouest pour les aider à se reconstruire après la Deuxième Guerre mondiale, euh, mais elle est pensée financièrement d'après le plan Marshall. Excusez-moi pour cette explication assez confuse, c'est pas grave. Mais à une condition, le fait de s'unir, l'argent pour se reconstruire, si il y a de l'union, car l'union fait la force contre le bloc soviétique, contre l'URSS. Les objectifs de l'OCE qui est le préquel de l'OCDE. On se rappelle de cela, ces trois grands objectifs: élaborer un plan de relèvement, de reconstruction de l'économie des États membres, organiser une répartition de l'aide américaine entre les États membres, coordonner les politiques économiques des États membres, à tendre vers une libéralisation des marches des États membres, libéraliser les échanges entre les États membres. C'est composition. Elle comporte 18 États membres à sa création: France, Italie, Suisse, Espagne, Autriche, Belgique, Danemark, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Portugal, RFA, Royaume-Uni. On ne va pas apprendre tout cela par cœur, évidemment. Et le seul État qui surprend est la Turquie. Waouh, qu'est-ce que ça fout ici, la Turquie? Bref, on retrouve aussi deux membres associés, le Canada et les États-Unis. Elle est composée des représentants des États membres, généralement composés des ambassadeurs, assistés d'un comité exécutif pour assurer la vie de l'OECE, et des comités techniques. C'est l'organe central au sein duquel les décisions étaient prises à l'unanimité. L'OECE est sans aucun doute une organisation de coopération intergouvernementale. Mais à la fin des années 50, si les économies des États de l'Europe se portent bien, que faire si les objectifs sont atteints? On décide de faire évoluer l'OECE en créant l'OCDE, parce que les économies des États de l'Europe se portent bien. Alors que faire si les objectifs sont atteints? Puisqu'on observe ça notamment à la fin des années 50. Alors, l'OCDE, ça donne quoi au niveau de la création? Elle est créée en 1960 par la Convention de Paris. Le lien est que l'OCDE est aussi pensée pour œuvrer en faveur de la prospérité économique des États membres.
La mission initiale est de collecter les données économiques pour avoir une vision la plus juste possible des économies des États membres. Des analyses de données sont collectées pour conseiller les États sur des décisions économiques à prendre, voire pour prendre des décisions elles-mêmes. À partir des années 90, l'OCDE va avoir une nouvelle mission, à savoir accompagner les anciens satellites de l'URSS vers une économie de marché. B. Composition. Sa composition s'est internationalisée, ce qui montre une preuve de l'efficacité de la compétence de cette organisation. Australie, Chili, Corée, Costa Rica, Estonie, Finlande, Mexique, Slovaquie, Slovénie. Fonctionnement et les réalisations de l'OCDE. Alors, au niveau de l'OCDE, on a plusieurs organes. On a une structure organisationnelle. On a notamment un beau tableau qui est face à nous, qui montre les comités, le conseil ainsi que le secrétariat, qui constituent les décideurs politiques de la société civile. Mais on ne va pas s'intéresser à ce tableau car on est en format podcast. Alors, on continue. On a tout d'abord le conseil de l'OCDE. Alors, le conseil de l'OCDE est composé de représentants des États membres, en plus du président de la Commission européenne. Il se réunit deux fois par mois. Il ne prend des décisions que par consensus, si personne ne s'oppose. Il a pour rôle de prendre des décisions contraignantes. Contraignantes, les États membres sont tenus de les respecter. Elle gère notamment les problèmes de contrôle par les pairs, quasi inexistants, mais peu enclins à le faire, et a peur du retour de bâton. Cependant, les États membres de l'OCDE vont respecter ce qu'ils ont consenti euh, sous consensus. Il peut concrètement adopter les décisions contraignantes qui doivent être mises en œuvre par les États membres. L'OCDE peut adopter des recommandations, mode d'action qui est d'ailleurs privilégié, c'est-à-dire des conseils formulés aux États membres sur des questions économiques. C'est très fréquemment utilisé car les actes non contraignants, environ 3 ans recommandations depuis sa création. Par exemple, en 2023, notamment en juin 2023, il y a eu des recommandations relatives au développement régional donnant des conseils sur comment soutenir au mieux les régions économiques les plus pauvres. Il peut aussi être un cadre d'élaboration de conventions internationales. Les États membres peuvent se servir du Conseil pour négocier et rédiger des conventions internationales. Une fois élaborées, ces conventions vont être ouvertes à la ratification des États membres de l'OCDE. Et potentiellement, les États tiers, 13 conventions, et potentiellement des États tiers. 13 conventions ont été élaborées au sein du Conseil. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Alors, après, on a le comité de l'OCDE, c'est bien ça, oui. Alors, en petit a, on a le comité exécutif qui est composé de 14 membres, dont 7 États membres qui ont un représentant permanent au sein de ce comité, tels que l'Allemagne, le Canada, la France, l'Italie, le Royaume-Uni et le Japon. Quel est le rôle de ce comité exécutif? Le rôle est de préparer les travaux du Conseil et d'exécuter les décisions prises par le Conseil. Ensuite, on a les comités spécialisés qui sont composés de près de 300 personnes, qui emploient près de 40 000 personnes, qui ont pour rôle de se positionner sur des thématiques économiques permettant à l'OCDE de faire des rapports en lien avec l'économie. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et puis, en dehors des comités, on a le secrétariat qui est composé de près de 2500 personnes avec sa tête un ou une secrétaire générale qui actuellement est Matthias Kornmann depuis 2021, qui a pour rôle de gérer l'organisation et d'assurer le bon fonctionnement de l'OCDE grâce à des réunions ordonnées, une bonne communication entre les organes. En conclusion, le rôle de décision est quasi inexistant, mais acquis une vraie expertise reconnue. Les conseils sont donc généralement suivis dans les faits. Par exemple, on a le rapport PISA. Et oui. L'OCDE est sans aucun doute une organisation de coopération intergouvernementale, avec un organe central composé des représentants des États membres. Les rares décisions sont prises par consensus. Section 2. L'AELE et l'EEE. C'est ça. Alors, l'Association européenne de libre-échange, qui est certainement l'AELE. Oui, c'est ça.
Petit a, création et élargissement et retrait. Création, oui, c'est ça, création, élargissement et retrait. L'originalité, pas créée par l'originalité, c'est qu'elle n'est pas créée à l'initiative des EE, des Européens, pardon. C'est le Royaume-Uni qui initie la création de l'AELE en réaction à la création des communautés européennes sans sa participation. Les communautés européennes, qui, on le rappelle, ont été créées en 1951 entre 1951 et 1957. Elles créent un marché commun. Le marché commun, c'est-à-dire qu'on supprime au maximum les frontières entre les États membres de ce marché commun. On met en place une politique commune en termes de tarifs douaniers extérieurs. Les États membres d'un marché commun pourront mettre en place la même taxe. Elle est créée par la Convention de Stockholm en 1960. À sa création, elle comporte alors 7 membres, v 6 pour les CE. Alors, on a comme membres le Royaume-Uni, l'Autriche, le Danemark, la Norvège, le Portugal, la Suède, la Suisse. Waouh, waouh, la prononciation, faut que... Excusez-moi. Alors, il y a une période de succès, car 3 États vont rejoindre l'AELE, l'Islande, la Finlande et le Liechtenstein. Mais plus de succès, car les États membres ont quitté l'AELE pour rejoindre les CE, c'est-à-dire les communautés européennes tels que le Royaume-Uni et le Danemark. Oui, oui, le Royaume-Uni, MDR, pardon. Le Portugal, l'Autriche, la Finlande, la Suède. En 95 notamment. Actuellement, elle est composée de 4 États, l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein. Le siège de l'AELE se trouve à Genève. L'objectif et le fonctionnement. L'AELE a pour objectif de créer une zone de libre-échange, zone dans laquelle on peut circuler librement. Dans le cadre de l'AELE, il s'agit d'une zone principalement économique. Il s'agit donc alors, comme je l'ai dit précédemment, d'une zone principalement économique. Les services, les biens, les capitaux et les travailleurs doivent pouvoir circuler librement. Ce n'est pas comparable au marché unique créé par l'UE, c'est-à-dire le marché unique qui a été créé par l'Union européenne, qui lui va beaucoup plus loin pour le coup, car dans ce cadre, il n'y a pas que le libre-échange, mais aussi la question des tarifs douaniers extérieurs communs. L'AELE se rapproche de l'Union européenne, avec une sorte de libre circulation. On peut donc se poser la question de la raison de la survie de l'AELE au profit de l'UE. La réponse est que les États de l'AELE ne veulent pas rejoindre une organisation aussi puissante que l'UE. L'UE est une organisation supranationale qui a des compétences exceptionnelles. Celle-ci lui donne un véritable pouvoir de contrainte sur les États qui en sont membres. Ça explique que les États fassent le choix de ne pas rejoindre cette organisation. On va s'intéresser désormais au fonctionnement de l'AELE. L'AELE est composée de deux compositions, 2 ans des chefs de gouvernement des États membres. Oui, oui, je ne sais pas pourquoi c'est écrit 2 ans, mais oui, composé des chefs de gouvernement des États membres, qui changent tous les 2 ans certainement, mais on ne va pas prendre ce risque en disant cela. Bref, avec des réunions ministérielles et des réunions de représentation, de représentants. Cet organe qui a pour rôle central, cet organe, le Conseil, qui a un rôle central, c'est lui qui prend les décisions, peu importe le niveau. Le représentant vote à l'unanimité, l'intergouvernemental, car pas de perte de souveraineté. Le comité permanent spécialisé, oui, il vote à l'unanimité et c'est intergouvernemental car il n'y a pas de perte de souveraineté. On a les comités permanents spécialisés dans l'économie, le budget, les douanes, etc., composés d'experts qui pourront éclairer le conseil. On a le comité consultatif qui regroupe les représentants de la société civile, les représentants de la société économique. Et enfin, on a le comité parlementaire avec les parlementaires nationaux des 4 États, peut-être consultés mais pas contraignants, car il y a une obligation de le consulter, mais l'avis ne pose pas de contraintes qui pourraient découler de celui-ci. L'espace économique européen, l'EEE. Alors, l'EEE a été créé en 1992 avec l'accord de Porto et il est entré en vigueur en 1994. Avant les accords de Porto, il y avait un marché unique de l'UE et de l'AELE. Et l'objectif des accords est de permettre la libre circulation avec l'AELE
et entre l'AELE et l'UE. L'espace créé par l'EEE a un champ d'action précis. Il ne vise que les biens et les personnes. Concernant les personnes, sont principalement visés les travailleurs des États membres de l'espace économique européen. L'objectif de l'EEE est la circulation facilitée des biens et travailleurs entre les États de l'UE et de l'AELE. Un État membre de l'AELE a refusé de faire partie de l'EEE. Suisse, elle n'est pour autant pas exclue des échanges car elle a préféré des accords bilatéraux UE-Suisse. L'EEE réunit 27 États membres de l'UE et 3/4 des États membres de l'AELE, donc 30 membres en EEE. La composition et le fonctionnement de l'EEE. Alors, l'EEE est composé de façon assez particulière, il convient de le dire, puisque il y a les représentations des États de l'AELE, sauf la Suisse, le représentant des 27 États membres de l'UE, le commissaire, membre de la Commission européenne, pour représenter l'Union européenne elle-même. Par principe, les décisions sont prises par consensus. Il y a une pluralité des comités, le comité de représentants de la vie économique et sociale, qui est consultatif, et encore le comité composé des parlementaires des États de l'EEE, qui est aussi consultatif. La spécificité de l'EEE. Il y a des mécanismes prévus par les États de l'EEE qui organisent une reprise pure et simple d'actes de l'UE dans l'espace économique européen. Sur certains aspects, l'EEE est soumis et applique le droit de l'UE. Mais pour autant, pour tout ce qui est par l'EEE lui-même, il s'agit bien d'une logique intergouvernementale. La question s'est posée pour savoir si, suite au Brexit, l'UK, United Kingdom certainement, pour le Royaume-Uni, oui c'est ça, pourrait intégrer l'AELE, dont elle avait été à l'origine. Le but de United Kingdom, le but du Royaume-Uni était de regagner sa souveraineté et préfère donc pour l'instant avoir des contacts d'échange bilatéraux, des contrats d'échange bilatéraux. Voilà, c'en est donc fini pour tout ce qui concerne la première partie. Voilà, on a fini en environ 30 minutes. Les organisations de coopération intergouvernementale. On a eu dans un premier chapitre les organisations de sécurité et de défense avec l'exemple de l'OTAN. Et on a eu dans un deuxième chapitre les organisations économiques avec notamment comme exemple principal l'OCDE. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et voilà, c'est terminé.